Comment est-ce qu'on fait le café baoulé? Beauté et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire raconte. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler du peuple baoulé et de la reine Abla Poko. Donc, pour ceux qui veulent connaître l'histoire avec tout le contexte, les détails et tout très bien raconté, je recommande absolument ce livre. Offrez-le à vos nièces, vos cousines, vos tantes, vos mères, vos grands-mères. Lisez-le le soir. C'est vraiment très intéressant. Mais moi, je vais vous faire un petit résumé à la Bicolinde, à la Tonton Bondo. Parce que bon, en même temps, il y a les dates, il y a les noms des gens. Ça peut être compliqué à retenir. Tu vois un peu, non? Donc, ça, c'est mon résumé à moi. Pour plus de détails, allez dans les livres. Les baoulés de Côte d'Ivoire, je vous salue. J'aime le café baoulé. Et c'est de vous qu'on parle aujourd'hui. La reine Abla Poko est la petite nièce du grand Osei Tutu, qui est le fondateur de la Confédération Ashanti du Ghana. Donc, elle naît dans une famille royale avec cet oncle-là qui a marqué l'histoire du pays parce qu'il a été le premier roi proclamé des Ashanti. Ce qu'il avait réussi à son époque, c'était d'unir tous les roitelets à Caen, tu vois, parce qu'il avait pu, dans le commerce de l'or et autres, obtenir des armes. Donc, il était plus fort qu'eux. Et tout le monde a dit oui, on se soumet à toi, ô grand roi. Et c'est là où la Confédération Ashanti est née. Donc, Abla Poko naît dans cette famille royale-là, où il y avait un élément particulier qu'il faut que tu saches, c'est que la succession au trône était matrilinéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas le fils du roi qui lui succédait, mais c'était le fils d'une de ses sœurs ou d'une de ses nièces qui avait le droit d'accéder au trône, donc selon l'ordre de préséance et ainsi de suite. Parce que bon, c'était plus sûr. Il était sûr que non, ma sœur c'est ma sœur, mais on ne savait pas si... Tu vois, non, son fils là, c'était vraiment son fils. Ça fait donc que dans la ligne de succession, un fils d'Abla Poko aurait pu accéder au trône et c'est donc ce qui s'est passé et qui a déclenché le début des difficultés de notre reine. En 1720, après que Osei Tutu ait mis la paix, le royaume était prospère, on lui a tendu une embuscade, Osei Tutu perdant la vie et maintenant il faut trouver un nouveau successeur. Sauf que lui, il avait le charisme, la puissance comme le héros fondateur qui avait pu unir le peuple. Et celui qui lui succède, c'est le grand frère de Abla Poko qu'on appelle Opoku Wari. Le problème c'est que Opoku Wari était certes le successeur désigné, mais il n'avait pas la même autorité, le même charisme que son grand-oncle Osei Tutu. Et je sais que là, tu vois déjà les problèmes venir, non? Et tu as raison, parce que Opoku Wari, ce n'était pas Osei Tutu. Son grand-oncle, c'était un guerrier qui a fédéré le peuple, le premier roi, tu vois, le héros fondateur de la Confédération Ashanti. Mais il a quand même régné de 1720 à 1749, mais lui aussi est décédé et il y avait beaucoup de rébellions. Et c'est là où les problèmes ont continué pour Abla Poko. Je te réexplique. La succession était matrilinéaire. Donc, c'était les fils des sœurs du roi ou les fils de ses nièces qui pouvaient succéder. Tu comprends? Dis oui. Écris dans les commentaires, oui, j'ai compris. Pour simplifier, ça veut dire que autant les frères d'Abla Poko pouvaient accéder au trône, autant le fils d'Abla Poko était un héritier potentiel du trône. Et comme tu dois déjà le savoir, toutes les histoires ne se déroulent pas toujours comme dans Disney. Iwawok, non. Et c'est ça, il y a eu un turning point. Et lors du décès de Opoku Wari, la guerre a éclaté. Un des oncles d'Abla Poko, Kosi Obodum, le gars a ligué tout le conseil des anciens parce que lui-même c'était un ancien. Parce que c'était le prince Dakon, un autre frère d'Abla Poko qui devait prendre le pouvoir. Kosi Obodum a dit que jamais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné le prince Dakon. Et vu que tu as compris l'explication tout à l'heure, si le prince qui devait hériter a été assassiné, l'héritier légitime du trône, parce que c'était la guerre du trône, un peu Game of Thrones, hein? C'était donc le fils d'Abla Poko. Donc logiquement, tu comprends qu'il y avait danger. Et la reine Abla Poko connaissait bien ce danger-là. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que sa mère, la reine Nyako, avait subi le même sort. Il y avait un roi qui s'appelait Sefoui qui avait attaqué
attaqué Kumasi et qui avait détruit la lignée de la reine. Donc Abla Poku savait qu'elle était la prochaine et son fils était tellement précieux pour elle qu'elle ne pouvait pas permettre que cela arrive. Son enfant qui s'appelait Kwaku, elle l'avait attendu longtemps. Pendant longtemps, Abla Poku était la risée de son village. Non seulement elle faisait partie d'une famille royale, mais on la traitait de stérile parce que pendant des années, elle n'avait pas réussi à enfanter. Et à cause de ça, la lignée était menacée. Ce qui s'était passé, c'est que sous le temps de Okupuware, son grand frère, le roi Sefui avait attaqué le village. Et il y avait un guerrier du nom de Aswetano qui était venu, pendant que Okupuware était d'un autre front, qui était venu secourir la reine et sa nièce. Elle était émerveillée par ce gars-là qui avait rasé l'armée adverse pour la protéger. Et c'est de lui, de leur union, qu'est né son seul fils. Pendant que Obodum, quand toi-même tu entends le nom, tu sens les problèmes, faisait ses plans, il a décidé de partir pour protéger son fils. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé l'exode du peuple baoulé. Elle a pris des serviteurs, des personnes qui lui étaient fidèles, des personnes qui savaient que son fils était l'héritier légitime. Et elle est partie de nuit dans le silence. Tout le monde vivait dans la terreur. Abla Poku a fui, suivi par des centaines de personnes en silence, entré dans la forêt, dans la nuit noire, noire, foncée, noire. Tu vois un peu, il n'y avait pas le courant, les torches. Même le feu, ils ne pouvaient pas allumer parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'ils sont en train de quitter leur terre pour chercher de l'espoir. Ce jour-là, Abla Poku a commencé son périple dans la forêt vierge, une forêt où personne n'était entré. Tous les réfugiés, tous ceux qui avaient peur des représailles en fait, se sont joints à son groupe. Elle était en tête du groupe portant son enfant qu'elle avait attendu des années. Cet enfant qu'elle avait eu quand presque toutes les femmes étaient déjà des grands-mères. Elle dirigeait son peuple, elle les encourageait à continuer, elle les encourageait à ne pas abandonner. Sur le chemin, les vieillards tombaient parce qu'ils étaient fatigués. Il n'y avait pas de nourriture en forêt, il y avait des lianes qui semblaient parler aux gens et ça faisait peur. Mais Abla Poku était devant, elle dirigeait son peuple, elle leur disait avançons, il y a de l'espoir devant nous, avançons, ne vous découragez pas. Et de l'autre côté, on les pourchassait. Ça fait que de jour comme de nuit, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Il n'y avait pas un instant à perdre. L'avance qu'ils avaient prise en entrant dans la forêt, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Même les enfants avaient séché leurs larmes parce qu'ils savaient que là, c'était une question de vie ou de mort. Et pendant des jours et des jours, ils ont évolué dans la forêt jusqu'à arriver au bord du fleuve Comoé. Le fleuve Comoé représentait la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, de l'autre côté du fleuve se trouvait leur liberté, l'espoir d'échapper aux ennemis qui les pourchassaient et aux cris des charognards qui bavaient déjà parce qu'ils voyaient les cadavres qu'ils allaient bouffer. Le fleuve Comoé ce jour-là était déchaîné, violent. Il mettait des arbres à terre, il y avait des caïmans au bord qui ouvraient déjà la bouche pour dire que tentez de plonger pour nager ici dedans, on va vous déchiqueter. Tout était agité dans la forêt et la reine Abla Poku savait ce qui se passait. Elle a vu l'agitation du fleuve, elle s'est rapprochée du gardien des traditions et elle lui a demandé: Nancy, que veut le génie de la rivière? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il s'apaise? Est-ce qu'il veut un bœuf, 10 bœufs, 100 bœufs? Est-ce qu'il veut des libations? Qu'est-ce qu'il demande? Elle connaissait décoder le langage de la nature. Et le gardien de la tradition, Nancy, a pris un moment de silence. Tout le monde s'est calmé parce que tout le monde criait déjà: tu es venu nous tuer ici, tu es venu nous assassiner ici. Si on savait ça, on n'allait pas te suivre. Tu nous as amenés où comme ça? Voici là, on ne peut pas traverser et maintenant on va nous tuer. Pourquoi est-ce qu'on a suivi cette jeune fille? Les gens murmuraient dans les rangs. Mais dès que Nancy a levé les yeux, tout le monde s'est tué. Parce qu'on savait que lui allait décoder le message des ancêtres. Les enfants ne pleuraient plus. Maman disait: calmez-vous. Ce qui se passe est important. Nancy s'est calmé. Il s'est assis et il a écouté. Quelques minutes après, il a levé les bras. Et la reine est allée vers lui. Et il lui a dit: ma reine, le génie du fleuve est irrité. Il est très en colère. Et il a dit qu'il ne se calmera que lorsque nous lui aurons donné ce que nous avons de plus précieux. Il est reparti dans son recueillement. Quand la reine Abla Poku a entendu ça, elle a dit: mais ça c'est simple.
que tout le monde prenne ses bijoux, ses colliers. N'oublie pas que c'était un peuple de forgerons, de cultivateurs, dont la vie en forêt, tout ça, ils ne connaissaient pas. Ils ont dit, on va se débarrasser de tout ça. Les gens ont collecté tous les bijoux en or, les bijoux précieux, les métaux précieux. Les gens voulaient seulement se sauver. Ils donnaient tout, on a mis dans un panier. On est venu, on a versé tout ça dans l'eau, tous les bijoux. Dès que les bijoux sont entrés dans l'eau, poum poum, là le tonnerre a éclaté. Poum poum, les flots sont montés, le fleuve était encore plus en colère qu'avant. Les arbres tombaient, c'est-à-dire que le bruit était apeurant. La reine inquiète, tout son peuple était maintenant derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ils commençaient déjà à entendre les bruits des autres qui venaient pour les écraser derrière, pour les massacrer, pour éteindre la lignée de Osai Tutu. Elle part demander à son génie, mais on a donné ce qu'on a de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi rien ne se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où elle a remarqué que même pendant que les gars versaient les trésors, Nancy secouait seulement la tête. Il lui dit, ma reine, le génie du fleuve demande ce que nous avons de plus précieux, ce à quoi nous tenons le plus. Et il a dit, ce sont nos fils. Elle a dit, ah, le génie demande un enfant. Elle savait qu'elle était la reine. Elle a dit, mais un enfant, va chercher dans le peuple. Va là-bas, leur dit que le génie du fleuve demande un enfant, qui donne un enfant et on va traverser. Il s'est levé par obéissance à sa reine et il est entré au milieu des gens. Toutes les femmes prenaient leur kita, elles emballaient leur enfant. Personne ne voulait donner son enfant. Nancy, le gardien de la tradition, est revenu bredouille vers la reine Abla Poko. Elle était choquée. Comment ce peuple que j'ai conduit, personne ne veut donner son enfant? Ce que nous avons de plus précieux. Elle les avait guidés, protégés. Il y avait juste un sacrifice à faire et personne n'a voulu le faire. Alors la reine Abla Poko est montée sur un rocher. Peut-être elle s'est dit qu'ils n'ont pas bien compris. Et elle a dit à son peuple de Kumasi, qui d'entre vous donnera son fils pour le salut de tous? Silence de mort. Même les arbres s'étaient tués. Même les flots du fleuve agités avaient d'abord baissé le volume du bruit. Personne ne s'était prononcé. La reine redemande, peuple de Kumasi, qui d'entre vous donnera son fils pour le salut de tous? Les gens baissent la tête. Langue d'ingratitude. La reine Abla Poko a compris. Et là, dans le silence, elle a pris son fils. Elle l'a détaché de son dos. Et elle a dit à voix haute, Kwaku, mon unique enfant, je comprends que je dois te sacrifier pour la survie de ce peuple. Une reine n'était jamais qu'une reine, ni femme, ni mère. Cet enfant tendrement chéri, accueilli en don du ciel, c'était comme une sève vivifiante pour son corps vieillissant. Il fut aussi son seul réconfort lorsque, victime de cette tragique guerre de succession qui devait la rejeter sur les routes de l'exil, son compagnon paya de sa vie son inopportune alliance avec la royauté en disgrâce. Et maintenant, que lui restait-il? Ces gens qui attendaient tout d'elle? Pitié, ce petit être gazouillant n'avait que 3 ans. Pitié, une imploration intérieure que personne n'entendit. Pas plus qu'on ne vit sur son visage, qui ne trahissait que peu d'émotion, l'expression de l'indicible douleur qui lui fracassait le cœur et lui broyait les entrailles. Retrouver sa respiration, se dégager de l'étau que lui enserrait le souffle. N'ont-ils donc aucune compassion pour exiger d'une malheureuse veuve qu'elle sacrifie son unique enfant? Poko repoussa doucement la jeune servante en pleurs qui s'accrochait à l'enfant. Elle partageait si profondément la détresse de sa maîtresse. La princesse éleva son fils au-dessus d'elle, comme pour le contempler une dernière fois. Elle le fit glisser contre sa poitrine qui n'était pas encore tarie, le couvrit de quelques bijoux étalés ça et là, caressa de ses doigts les plis du petit cou potelé, plissa tendrement la main sur ses bras et les petites jambes vigoureuses, puis, détournant brusquement la tête, elle le posa brutalement entre les bras du sorcier qui par respect n'avait pas osé interrompre ce poignant moment d'amour. Elle ne se retourna pas davantage lorsque ce dernier, après de rapides libations sur le corps de l'enfant et quelques prières à la gloire des ancêtres, monta sur le promontoire et précipita le bébé dans les flots. Les bruits de la forêt se firent soudain moins inquiétants. Comme par enchantement, les eaux de la commuée s'apaisèrent et quelques instants plus tard,
la colonne de l'Exode put passer. Par quel miracle, on ne sait trop. Selon certaines traditions orales, un immense fromager situé sur la rive opposée du fleuve avait courbé son tronc entre les deux berges pour offrir un pont aux gens de Poku. D'autres récits donnent un caractère nettement plus magique à cette traversée mythique. Ils rapportent que les hippopotames qui se baignaient dans le fleuve vinrent docilement se ranger flanc contre flanc entre les deux berges, offrant leur dos luisant aux 1000 pieds de la tribu en fuite. Lorsque le dernier des exilés eut enfin gagné l'autre rive, on dit que le fromager se redressa d'un coup et que le fleuve reprit son bouillonnement furieux, stoppant la course des poursuivants, ébahis face à l'inexplicable. Déjà au milieu du drame qui venait de se jouer, les fugitifs saluèrent d'une explosion de liesse leur incroyable victoire. Mais lorsque désignant cette nouvelle terre, les dignitaires demandèrent à Poku, que son sacrifice élevait désormais au rang de reine, de baptiser son nouveau royaume, celle-ci ne put que murmurer dans un sanglot: Baouli, Baouli, Baouli. Ce qui signifie l'enfant est mort. Et donc, en hommage à son geste héroïque, les chefs de clan ont décidé de rebaptiser leur peuple du nom de Baoulé pour honorer le sacrifice de la reine. C'était aussi un moyen pour eux de dire au revoir à leur terre d'avant qui les avait poussés à l'exil. Et c'est de là qu'est né ce peuple vaillant de Côte d'Ivoire qu'on appelle aujourd'hui les Baoulés. Matondo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout que vous l'avez suivi jusqu'au bout, parce que c'est quand même important de suivre jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire ce que vous trouvez de ce format, si vous le trouvez intéressant. Partagez aux jeunes, partagez aux gens pour qu'ils découvrent la merveilleuse histoire de la reine Poku. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, qui font des dons. Si vous êtes de Côte d'Ivoire, si vous êtes baoulé, dites-moi si j'ai bien raconté. Ajoutez-nous les anecdotes en commentaire. Likez, partagez. Et à bientôt pour une prochaine histoire. Quelle leçon est-ce que tu tires de cette histoire? Partage-moi en commentaire, discutons et à la prochaine. Pour ceux qui voient la vidéo jusqu'ici, vous ne trouvez pas bizarre que elle ait conduit un peuple dans la bourse, mais personne n'a voulu se sacrifier? Vous trouvez ça normal? Son seul enfant, Kwaku, il n'avait que 3 ans. C'est quoi votre problème?